Septembre 1898. Le siège de Bel Air entre dans son 3e mois. Pour la cinquantaine de soldats et de religieux espagnols pris au piège dans l'église, débute alors la période la plus compliquée du siège, non pas à cause des Philippins, mais plutôt de ce qu'ils mangent. C'est que la nourriture n'est pas très variée, et l'effet de certaines carences commence à provoquer une maladie qui va faire des ravages dans l'église. Une maladie qui se manifeste par une atrophie musculaire, des œdèmes aux jambes et aux pieds et des congestions de veines. À l'époque, on croit que c'est une maladie infectieuse, ce n'est qu'au début du XXe siècle que l'on découvre qu'elle est en fait provoquée par la carence en vitamine B1 qui ne permet plus au cœur de jouer correctement son rôle de pompe. Une vitamine que l'on retrouve dans la viande, les céréales, les fruits secs et les œufs, bref, tout ce que n'ont pas les Espagnols. Le premier à en mourir, parce que son corps était déjà affaibli par des problèmes intestinaux depuis plusieurs années, c'est le père Carreño, qui, cloué au lit souffrant de la fièvre depuis mi-septembre, s'éteint le 25. Il n'est que le premier d'une longue série. José Chavez, Ramón Donat Pastor le 10 octobre, et la liste des tués par le Beriberi continue de s'allonger durant les semaines suivantes, frappant sans distinction de grade puisque le 18 octobre, c'est le chef du détachement, le lieutenant Alonso, qui en meurt, et le 22 novembre, c'est De Las Morenas lui-même qui succombe. Au final, le Beriberi parvient à faire ce que les balles philippines ne réalisent pas, décimer le détachement. D'autant plus qu'à côté de cette maladie, s'en trouvent d'autres plus traditionnelles dans cette situation, comme la dysenterie, dont en meurt Francisco Rovira Mompo le 30 septembre et José Lafarga Abdal le 22 octobre. Outre les morts, il y a les malades qui s'entassent. 15 du Beriberi, 2 de fièvre, 3 de la dysenterie et 3 blessés dans les combats qui continuent. Si bien qu'en novembre, il n'y a plus qu'une dizaine d'hommes encore valides. La perte des deux chefs, la mort du très charismatique père Carreño, le stress du combat au quotidien, l'étroitesse du lieu qui force les hommes à côtoyer les blessés et les tombes, dans un endroit sombre, mal aéré, humide, le père Minaya qui parle d'une humidité qui du jour au soir pénètre jusqu'aux os, les odeurs, le manque d'activité physique, l'ennui, et alors qu'avant septembre les cazadores n'ont déploré qu'une seule perte, entre septembre et décembre, ils perdent 12 entre eux, soit un quart des effectifs du détachement. Et bien tout ceci cumulé, vous comprenez dès lors pourquoi, en décembre, le moral est au plus bas, et que pour les Espagnols, cette seconde phase a été la plus dure du siège. De Las Morenas, Alonso n'étant plus de ce monde, c'est désormais le lieutenant Martin qui cumule les deux charges de chef du détachement et de commandant du district. C'est aussi le début de sa légende, au point qu'il va effacer son prédécesseur Alonso. Il faut dire que ce vétéran qui a déjà combattu au Maroc va marquer de son empreinte le siège. Il va commencer par cacher aux yeux des Philippins tout ce qui se passe à l'intérieur de l'église, si bien que, par exemple, ce n'est qu'en mai 1899 que ces derniers apprendront la mort de De Las Morenas. Sa première mesure, outre d'améliorer la salubrité de l'église, en perçant 2 trous dans les murs permettant à l'air de mieux circuler, est de regonfler le moral par un coup d'éclat en lançant une attaque discrète sur la maison Hernandez, depuis laquelle, étant fortifiée, les assiégeants frappent régulièrement l'église. Bien que l'attaque se fasse en plein après-midi, les Philippins, se sentant en sécurité, ne détectent pas Chamizo et Al-Qaïd qui se faufilent à travers le bois et incendient le bâtiment à l'aide d'une mèche et d'un roseau et reviennent à l'église avant que l'ennemi ait pu réagir. De leur côté, les Philippins testent de nouvelles méthodes qui montrent vraiment leur désespoir de ne parvenir à faire capituler la garnison espagnole, comme le 9 décembre où ils jettent des pierres sur le toit en zinc de l'église parce que le bruit ajouté à ceux des fusils est censé énerver les Espagnols. Ils organisent aussi des festivités où ils font amener des femmes pour démoraliser les cazadores. Ils transmettent également des lettres et des journaux indiquant les nouvelles extérieures. C'est ainsi que le 30 septembre, les officiers apprennent d'un journal que le 13 août, Manny s'était rendu. Qu'il ne fait absolument pas capituler Martin, car il croit que ce sont des faux journaux, une ruse de Villacorta pour qu'il se rende sans combattre. Une paranoïa qui peut sembler être logique. Après tout, pense-t-il, si ces nouvelles étaient vraies, pourquoi est-ce que personne de Manny n'est venu jusqu'à eux ? Et puis, il est difficile pour les cazadores de pouvoir imaginer que l'Espagne ait pu perdre une guerre et presque toutes ses colonies en si peu de temps. Et pourtant, c'est bien le cas. Puisque le 10 décembre, l'Espagne signe le traité de paix de Paris, selon lequel elle cède la souveraineté sur les Philippines aux États-Unis en échange de seulement 20 millions de dollars. Une nouvelle qui ne parviendra que bien plus tard à Bel Air. Le 14 décembre va avoir lieu un événement qui constitue un tournant pour les assiégés
et qui met fin définitivement à cette terrible seconde phase. L'origine de ce tournant se trouve dans le No Man's Land, situé au nord-ouest, entre l'église et les tranchées philippines, transformé avec les pluies des derniers mois en un espace broussailleux où on poussait des herbes et des plantes. Et Vigile, qui s'y connaît en botanique, s'y faufile en toute discrétion durant la nuit du 14 décembre et en ramasse plusieurs avec lesquels il cuisine. Or, sans vraiment comprendre pourquoi, il remarque qu'elle provoque une amélioration de l'état des souffrants du beriberi. Le lieutenant Martin décide donc qu'il faut tenter un coup de main afin de desserrer l'étau du siège et pouvoir ainsi profiter de ces plantes. Après une planification de 10 jours, le 23 décembre, vers 10h du matin, un groupe de 10 hommes sort furtivement de l'église et profite du manque de vigilance des Philippins et de l'absence de Villa Corta. Miguel Mendes, à l'aide de chiffons, met le feu aux maisons situées en face, puis va à la commandancia qu'il incendie également. Le succès est total, une grande partie des maisons situées sur le flanc sud et est sont réduites en cendres, et si dès le lendemain les Philippins construisent de nouvelles tranchées au nord-ouest et au sud-ouest, cette fois-ci elles ne sont positionnées qu'à 400 mètres de l'église. Cet éloignement, ce recul, fait que les tirs des Philippins seront désormais moins précis, qu'il sera plus facile pour les Espagnols d'aller chercher des plantes extérieures, et le flanc est étant désormais sûr, un potager est même planté à côté de l'église. Le 13 février, José Sanberamendi meurt du beriberi, mais il est le dernier à succomber à cette maladie. De plus, grâce aux clous récupérés à la commandancia, le toit de l'église est réparé, et l'échelle, restée accrochée au mur depuis l'attaque philippine du 7 août, est retirée. Le moral est totalement regonflé. Cependant, de nouveaux problèmes apparaissent, tels que celui de l'habillement. Car après un an de présence, dont 8 mois de siège, les tenues rayado, qui étaient l'uniforme typique des troupes espagnoles dans les colonies à la fin du XIXe siècle, sont littéralement bousillées. Et ça, c'est quelque chose que le film montre assez bien. Heureusement, le détachement compte dans ses rangs un tailleur, Rimon Ripoles Cardona, qui va pouvoir exprimer tout son talent en réparant les uniformes d'abord avec le tissu des manteaux, puis celui des rideaux de l'église, et pour terminer avec le drap des lits libérés par les morts. Il va également constituer des ersatz de semelles à partir de bois recouverts du tissu du havresac des soldats. Mais bon, à la fin, il est clair que ces cazadores ressemblaient plus à des clochards qu'à de véritables soldats. Pendant les 5 derniers mois du siège, de janvier à mai 1899, les combats de harcèlement vont continuer avec une intensité variable. Le 25 mars, ce sont les cazadores qui sont à l'initiative, en creusant une tranchée face à la rue España, depuis laquelle ils tirent sur un groupe de Philippins passant par cette rue le 28 mars, tuant 2 d'entre eux et en blessant un autre. Le 30 mars, ce sont les Philippins qui font feu à 4h du matin, avec une pièce d'artillerie qui a été amenée depuis l'arsenal de Cavité. Mais en 3 heures, le canon ne parvient à toucher qu'une seule fois l'église. Car si la nuit empêche les Espagnols de riposter, la levée du jour leur permet d'harceler la position du canon depuis le clocher, infligeant aux Philippins plusieurs pertes. Ces attaques d'artillerie vont néanmoins continuer durant le mois d'avril. Mais comme les assiégeants épuisent progressivement leur charge explosif, leur canon devient peu à peu inoffensif. Le 20 avril, le détachement espagnol parvient à déjouer la 2e tentative des Philippins pour s'emparer de l'église par une approche discrète de nuit. Le 8 mai, a lieu un événement qui sera lourd de conséquences pour la suite. Un déboulé de canon endommage le baptistère dans lequel sont enfermés depuis le 24 février 3 soldats qui avaient tenté de déserter. Antonio Menache Sanchez, Vicente González Toca et José Alcaïd Bayona. Afin de réparer la fissure créée, Martín Cerezo fait enchaîner les 3 prisonniers sur leur lit. Cependant, José Alcaïd parvient à s'échapper de ses attaches, s'enfuit et atteint les tranchées des assiégeants, à qui il révèle tout un tas d'informations, telles que l'épuisement de la nourriture, la mort de Delas Morenas il y a 7 mois, les positions de chacun, et ce qui n'est sans doute pas pour rien dans le fait que les attaques des assiégeants soient plus coûteuses pour les Espagnols dans les jours qui suivent. Le 9 mai, 2 soldats sont blessés, et le 12, Salvatore Santamaria Aparicio est tué. Une semaine plus tard, le 19, c'est Marcos José Petanas qui succombe de la dysenterie. Le 29 mai, les cazadores déjouent la dernière tentative philippine de prendre l'église. En effet, lorsque les Espagnols se rendent au petit matin vers le patio, ils sont accueillis par des tirs provenant des fenêtres. Les Philippins ont tout simplement profité de la nuit pour parvenir jusque derrière les murs. L'heure est alors grave,
car la perte de contrôle du patio signifie celle du puits, et donc la défense de l'église ne serait plus qu'une question d'heure. Martin positionne immédiatement ses meilleurs tireurs sur la pointe des pieds pour pouvoir tirer par-dessus le mur, et charge d'autres hommes de faire bouillir de l'eau. De l'eau bouillante qui est ensuite placée dans des boîtes attachées à des perches et qui sont versées derrière le mur où se cachent les Philippins. Alors là, l'effet est immédiat. Après 3 heures de combat, les assiégeants s'enfuient dans la panique. 17 d'entre eux se font tuer ou blesser dans le No Man's Land, soit par balles ou par les brûlures. La grande nouveauté de cette dernière phase du siège, c'est l'envoi d'émissaires par les autorités espagnoles de Manille. Car selon l'article 5 du traité de Paris, l'Espagne doit évacuer ses forces des îles Philippines. Or, elle entend parler de cette garnison d'irréductibles de Balear qui fait tant parler d'elle dans la presse nationale et qui va devenir l'un des principaux sujets de discussion entre les États-Unis et l'Espagne. Le premier émissaire envoyé est le capitaine Bellotto, qui connaît personnellement Martín Cerezo. Pourtant, lorsqu'il arrive à Balear en janvier 1899, il ne le verra jamais. Car lorsque Villacorta propose au chef des assiégés une rencontre, le lieutenant refuse, craignant encore une ruse. Il pense que Bellotto ne serait qu'un prisonnier des Philippins provenant de l'une des garnisons ayant capitulé, et agissant par conséquent sous la contrainte. Le retour de Bellotto à Manille le 25 janvier provoque l'envoi cette fois-ci d'un officiel espagnol pour prendre contact avec le chef de la garnison de Balear, Miguel Olmedo Calvo. C'est un adjudant du 8e bataillon expéditionnaire de Caçadores, mais c'est surtout un ami de De Las Morenas. C'est la raison pour laquelle les autorités espagnoles l'ont envoyé. Ils pensaient que lui arriverait plus facilement à raisonner De Las Morenas. Mais bien sûr, ils ne savent pas que De Las Morenas est mort depuis plusieurs mois. Escorté par les Philippins, Olmedo arrive à Balear le 15 février, criant depuis la tranchée qu'il souhaite parler à De Las Morenas. Il s'approche de l'église armé d'un drapeau blanc. Martín observe tout depuis la tour et lit le message de Olmedo qu'un soldat lui a rapporté. Mais là encore, la paranoïa va le pousser à trouver des erreurs dans la formulation de la lettre. Il faut dire que l'Espagne n'étant plus en guerre, la rigueur est bien moindre, et du coup, il doute de sa véracité. Mais comme en plus Olmedo se présente comme un officier alors qu'il porte des vêtements civils, eh bien Martín sort de l'église et dit à Olmedo que De Las Morenas a un message à lui transmettre, et ce message est « C'est bien, vous pouvez vous retirer ». Alors là, Olmedo, complètement déconcerté par le fait que son propre ami d'enfance refuse de le rencontrer, eh bien, il retourne dans le camp des Philippins, il attend plusieurs jours, et puis finit par partir le 21 février. Le 11 avril, ce sont carrément les Américains qui envoient une expédition armée d'une centaine d'hommes à bord de l'USS Yorktown, qui débarque dans la baie de Balear. Mais comme les États-Unis sont en guerre depuis février contre leurs anciens alliés, eh bien les Philippins mettent en échec les Américains qui subissent de lourdes pertes. Apprenant l'échec de l'USS Yorktown, le ministère de la Guerre espagnol envoie un télégramme au général de los Rios, qui est à Manille, pour que celui-ci prenne l'initiative. Et effectivement, ce dernier va former un détachement de 10 Caçadores, accompagné cette fois-ci d'un haut gradé, le lieutenant-colonel Aguilar, qui arrive à bord du vapeur Uranus dans la crique de Balear le 29 mai, doté d'un télégramme destiné au détachement de Balear. Aguilar est conduit par les Philippins devant l'église, accompagné du sergent Carlo qui porte la bannière espagnole. Il demande à voir le responsable des Espagnols. Martín sort alors de celle-ci et ils commencent à parlementer. Aguilar lui raconte sa mission, le fait qu'il soit arrivé par bateau, qui est en train de mouiller actuellement dans la crique, et essaie de prouver son identité. Mais Martín a toujours ce doute. Il trouve que son uniforme n'est pas réglementaire puisqu'il ne porte pas la ceinture d'état-major, et demande une preuve de l'existence du vapeur par des tirs de salut comme c'est la tradition lorsqu'un bateau arrive à un endroit. Aguilar retourne donc sur l'Uranus, le tir se fait le lendemain matin à 8h, Martín monte alors dans le clocher de l'église pour observer le bateau avec ses jumelles. Mais lorsqu'il redescend, il prétend à ses hommes que c'est un canular. Le bateau ne serait qu'un ramassis de planches et de sacs avec une fausse cheminée construite par les Philippins. Et il faut croire que la suggestion est contagieuse car tous les soldats qui montent à leur tour dans le clocher croient voir la même chose. Lorsqu'Aguilar débarque de nouveau et arrive devant l'église, il pense que cette fois-ci, Martín va être convaincu. Sauf que lorsqu'il arrive à 13h30, là, un soldat lui répond que Martín fait sa sieste et qu'il a donné l'ordre de ne pas le déranger avant 15h. Aguilar revient donc plus tard, il lui pose la question « Avez-vous le bateau ?» Cette fois-ci, Martín lui répond « Oui ».
et par conséquent, il demande à rentrer dans l'église. Mais Martín lui répond que non. Martín exige de voir le général de los Ríos lui-même, sans quoi il n'évacuerait pas le village. Bon, à ce moment-là, Aguilar comprend qu'il n'obtiendra plus rien. Après lui avoir laissé tous les journaux qu'il a emportés, il quitte les lieux le 31 mai pour Manille. Un periódico español. Hay noticias relacionadas con la pérdida de las colonias. ¿Cree que también lo he falsificado? Martín Cerezo vient de laisser passer là sa dernière chance d'évacuer pacifiquement l'église. Or, il sait qu'il arrive au bout de ses ressources. En effet, après avoir mangé chats, chiens, iguanes, rats, insectes et tous les animaux qui rôdaient autour de l'église, la base de l'alimentation se réduit à partir de janvier à du riz cuit, sans sel et des feuilles de citrouille. À partir de février, il n'y a plus de farine. En avril, la ration alimentaire se limite à de l'eau bouillie avec des plantes, des haricots et 2 boîtes de sardines dont toutes ne sont pas en très bon état, et 5 kilos de riz à se répartir entre tous. Mais le 24 avril, les derniers haricots verts et doses de café sont consommés. Dès lors, il ne s'agit plus de simples carences comme entre septembre et décembre de l'année précédente, mais de la faim tout court. Le lieutenant qui mène depuis 8 mois le siège se rend compte qu'il ne peut plus continuer ainsi. Ne pouvant ni rester, ni ne voulant se rendre, il prend alors la seule option restante, tenter une sortie pour rejoindre Manille. Le 1er juin, les hommes font leurs préparatifs. Distribution de la nourriture, de cartouches et des fusils dont l'état est le meilleur, les autres étant brûlés. Mais il reste un problème dont la résolution va marquer du sceau de la tragédie les derniers instants du siège de Baler. Que faire des 2 déserteurs? Martín veut d'abord les emmener, mais lorsqu'il le leur annonce, la réponse des prisonniers est un refus net et des insultes. Il comprend alors que ces 2 hommes risquent d'être un danger pour le détachement, dont la sortie compte beaucoup sur la discrétion. Il pourrait crier, fuir, donner l'alerte aux Philippins. Le lieutenant prend alors une décision radicale. À 2h du matin, il ordonne à 2 de ses meilleurs tireurs de les accompagner. Il leur explique son intention de tout simplement les fusiller. Les 2 hommes s'approchent du baptistère où les 2 prisonniers dorment et placent leurs fusils entre les barreaux. Sur ordre de Martín, ils tirent dans leur tête. Dans l'église, le bruit des coups de feu marque un instant d'arrêt dans les préparatifs. Lorsque Martín revient dans la nef, il annonce seulement de façon très brève l'exécution des 2 hommes, ce que tous ont déjà compris. On ne sait pas quels ont été les sentiments intérieurs des Espagnols à ce moment. Sauf peut-être celui de Vigile, fâché parce que, très croyants, les 2 hommes n'ayant pas été prévenus de leur exécution, ils n'ont pas eu droit à l'extrême onction. Néanmoins, il déclarera par la suite qu'il comprenait la décision de Martín Cerezo face au lourd dilemme. Mais alors que tout est prêt pour la sortie, 2 problèmes vont gêner l'entreprise. En effet, en faisant une observation depuis le clocher de l'église, Martín Cerezo constate non seulement que le ciel est trop éclairé par la lune, mais il remarque également une activité inhabituellement haute des sentinelles philippines. La sortie serait donc trop risquée, il décide de la reporter à la nuit suivante. Mais à l'aube du 2 juin, un élément inattendu va provoquer ce que tous les émissaires envoyés n'ont su faire. En effet, Martín jette un coup d'œil sur les journaux transmis par Aguilar, et il tombe sur une petite publication de la Correspondencia Militar datant du 6 mars 1899. L'article en soi est tout à fait banal, puisqu'il traite des transferts du personnel militaire. Mais un détail va tout changer. Parmi les noms cités, il lit celui de Francisco Díaz Navarro, un ami intime de Martín, un officier qui avant d'aller combattre à Cuba, lui avait dit qu'il souhaitait revenir à Malaga où vivait sa famille, ce qui a fini par arriver comme l'indique l'article. Et ce détail, impossible que les Philippins aient pu l'inventer. Martín comprend alors d'un coup que ces journaux sont vrais. Et là, imaginez ce qui a pu traverser à ce moment-là son esprit. La défaite de son pays, la résistance inutile depuis des mois, les morts, les 2 fusillés de la veille, le refus de toutes les médiations, et tout ça pourquoi? Pour une guerre perdue, pour un territoire qui n'est déjà plus le leur et qui a été bradé par son pays pour 20 millions de dollars. Ça a dû quand même représenter un sacré choc. Il en informe les officiers puis les soldats et demande l'avis de tous. Certains étaient déjà convaincus des faits, mais les débats sont quand même vifs, car après tout ce qui s'est passé, ils se demandent logiquement si les Philippins les laisseraient en vie s'ils se rendent. Pourtant, c'est bien cette option qui est majoritaire. La bannière blanche est hissée sur le clocher. Après avoir respecté le protocole habituel, Martín finit par rencontrer le chef des assiégeants.
Après une discussion sur de multiples points durant laquelle le lieutenant espagnol exprime sa volonté d'une reddition honorable, les deux parties se mettent d'accord. L'acte de capitulation est signé. Après avoir déposé les armes sur le mur, les cazadores forment une colonne et sortent de l'église, dans laquelle les Philippins entrent immédiatement. Nous sommes le 2 juin 1899, il est 16h, après 337 jours, le siège s'achève. Alors évidemment, l'histoire ne s'achève pas là. Il y aura par la suite le chemin du retour qui va durer plusieurs semaines et qui constitue à lui seul toute une aventure. Le retour triomphal à Manille, où ils seront accueillis comme des héros, même par les Américains eux-mêmes, et ce qui va trancher avec le retour en Espagne qui lui au contraire va se faire dans l'anonymat le plus complet. Il faudrait que je vous parle de la prise de Baler par les Américains à la fin de la guerre contre les Philippins, le rapatriement des corps enterrés dans l'église vers l'Espagne. Il faudrait que je vous explique aussi comment est-ce que Franco va exploiter les survivants du siège de Baler pour faire en 1945 un film entièrement dédié à la gloire de son idéologie autarcique. Enfin, il faudrait que je vous montre Baler aujourd'hui, car de nos jours, cette église existe toujours. Elle est même l'occasion de cérémonies d'amitié entre les deux nations. Mais bon, vous l'aurez compris, il faudrait en fait que je réalise une troisième vidéo sur ce siège de Baler. Mais bon, ça m'a déjà occasionné pas mal de frustration la réalisation de cette vidéo, car pour respecter le temps imparti, eh bien j'ai dû mettre de côté pas mal de détails et d'anecdotes. Mais bon, si vous voulez en savoir davantage, eh bien je vous renvoie vers cet ouvrage vraiment excellent, Los Últimos de Filipinas. Et puis allez également voir ce film qui porte le même nom. En tout cas, j'espère que j'aurai réussi à vous faire vivre cet événement, qui moi personnellement m'a beaucoup marqué, probablement parce que j'ai lu cet ouvrage au moment du confinement, ce qui m'a permis de mieux me projeter. Voilà, et bien écoutez, on se quitte sur des images d'archives. Je vous souhaite une très bonne rentrée. Vive l'histoire y larga vida y prosperidad.